chirurgie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo sur nos pages Facebook et Twitter. Nous sommes aujourd'hui avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour cher Steve, comment Ravi ça de vous va? retrouver, ça va très bien. Également. Et j'espère que vous allez bien également. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et Alexis, vous vous interrogez cet après-midi sur la possibilité d'une alliance d'Emmanuel Macron avec la droite LR. Un mouvement rendu possible, selon vous, sur le papier, tout du moins, par la droitisation relative du macronisme. Oui, c'est une petite musique qui monte. En réalité, vous savez, Nicolas Sarkozy n'invente rien. Il met en musique quelque chose qui préexiste, si j'ose dire, dans l'opinion, comme ça, à l'état un petit peu vaporeux. Et vous vous souvenez de son entretien événement dans le journal du dimanche, co-réalisé notamment par notre ami David Revaud-Dallon. Qu'est-ce qu'il dit au fond d'essentiel? Il dit, j'appelle mon ami, le président de la République, à enfin choisir la voie qui va le libérer des problèmes de son deuxième quinquennat, qui est un PAC, une alliance, un pacte, comme on dit aujourd'hui, gouvernemental, avec ceux des LR, mais il y en a quand même plus qu'on ne l'imagine, qui y seraient prêts. Alors, il y a une raison sociologique qui rend, c'est vrai, cette perspective envisageable. Elle est d'ailleurs à l'étude, évidemment, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Laquelle ? C'est d'abord en termes de sociologie politique. En 2017, vous avez en gros un électeur d'Emmanuel Macron, à l'époque dont ça ne s'appelle pas Renaissance, ça s'appelle En Marche, mais peu importe, qui se situe plutôt dans le champ de la droite républicaine, sur le plan culturel, sur le plan de la culture politique, etc. Aujourd'hui, tous les sondages en attestent, parmi les électeurs de Renaissance, il y en a 2 sur 3 qui se situent plutôt sur le versant, on va dire, du centre-droit historique, avec toutes ces familles de pensée, l'orléanisme, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un switch progressif, qui n'est pas d'ailleurs dû qu'à l'action d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs, mais qui est aussi un switch sociologique. C'est qu'une partie de cette bourgeoisie, des centres-villes, les cadres, etc., sont plus conservateurs qu'ils ne l'étaient en 2017. Donc ça, c'est la raison sociologique, le substrat sociologique qui rend effectivement cette hypothèse envisageable aujourd'hui. La deuxième raison ? Elle est plus politique. C'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est conscient qu'il y a des réformes qui lui tiennent à cœur, notamment les retraites, mais sans doute aussi des réformes en matière de droit d'asile, d'immigration, etc. Et qu'est-ce qu'ils craignent dans son entourage politique? Ils lui disent, tu sais, l'hypothèse d'un hiver et d'un printemps gelé sur le plan des réformes, début 2023, n'est pas à exclure. Et donc, dans cette hypothèse-là, il y a 2 façons, au fond, de s'en sortir. La première façon, c'est la dissolution du Parlement, c'est-à-dire aller vers de nouvelles élections législatives. Mais vous le sentez bien vous-même, comme l'ensemble de nos auditrices, de nos auditeurs de Radio J, ceci constitue quand même, qu'on le veuille ou non, un salto mortale, car vous ne savez jamais, lorsque vous dissolvez, souvenez-vous de Chirac. Précédent 97. Voilà, Chirac 1997, sous l'influence de son conseiller d'alors, Dominique de Villepin, il se résout à dissoudre. Catastrophe. Et finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Une gauche plurielle au firmament. Donc la dissolution n'est pas la meilleure solution pour écrire une nouvelle page du macronisme, de ce second quinquennat. Écoutez, moi je ne tranche pas pour eux, je ne suis pas le conseiller d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'ils ont une hésitation, c'est-à-dire qu'ils voient bien que l'hypothèse d'une dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale, est une hypothèse à la fois séduisante pour débloquer la situation et pour élargir, pour faire une sorte de stretching, si vous voulez, de la majorité, mais en même temps, ça peut foirer. Et donc ça peut foirer pourquoi? Parce que LFI peut avoir plus de députés. C'est toujours possible. Dans une logique de contestation. Parce que le Rassemblement national peut améliorer encore son score et passer de 89 à 120, on ne sait pas, tout est possible. Parce que d'autres formations qui ne sont pas actuellement dans l'hémicycle peuvent à cette occasion y faire leur entrée, comme Reconquête d'Éric Zemmour, qui a capitalisé sur l'immigration ces derniers temps. Donc tout est possible. Et donc, si vous voulez, Renaissance n'est pas si solide que cela. Renaissance n'est plus dans l'hyper-pouvoir du premier quinquennat, donc ils hésitent. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui semble les tenter, ce sont les propositions du camp sarkozyste. Je vais très très vite parce que c'est intéressant. Vous avez un ministre actuel qui se déploie dans Paris, dit-on, mais je crois que c'est vrai, qui est Gérald Darmanin, et qui explique qu'il faudra un jour ou l'autre, sans faire de dissolution, qui est trop hasardeuse, qu'Emmanuel Macron change de braquet politique. En réalité, vous voyez que cette amitié politique, qui est tout à fait respectable, mais de Nicolas Sarkozy et de Gérald Darmanin ne s'est jamais démentie. Ils sont en fait fondamentalement sur la même ligne. Et ce changement de braquet serait incarné par une arrivée de Gérald Darmanin à Matignon ? Alors en tout cas, c'est l'idée de Gérald Darmanin. Alors maintenant, vous savez, les hommes politiques souvent font un très bon service après-vente. Ouais. Ils savent très bien, effectivement, vendre leur
service. Néanmoins, qu'est-ce que cela indique ? Cela indique qu'aujourd'hui, au sommet de l'État français, là je fais une analyse, je ne juge pas, il y a effectivement une attention soutenue à la droite républicaine telle qu'elle existe à l'Assemblée nationale. Et vous avez même une attention si soutenue que donc ça travaille, vous voyez bien l'entourage d'Emmanuel Macron, ils sont travaillés par cela. Ce qui n'empêche pas que, sur un plan individuel, le président, qui est un homme équitable, je crois, sur ce plan-là, est tout à fait satisfait du travail réalisé par l'actuelle Première ministre, Elisabeth Borne. Néanmoins, évidemment, il voit déjà l'après. Et il ne veut pas... Elle est beaucoup plus marquée à gauche. Oui, c'est incontestablement. Elle représente, si vous voulez, si on veut être clair, Steve, elle représente ce qu'était plutôt le macronisme première manière, c'est-à-dire étayé, au fond, sur un surgit, on peut dire, d'un surgeon d'une branche de la social-démocratie française, on va dire centriste, de conviction centriste, mais quand même venant de la social-démocratie. C'est l'incarnation du en même temps, alors, en même temps. Si vous voulez, elle n'est pas une libérale de droite. Alors aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font deux choses. Ils sont en train de radioscoper les parlementaires de droite. C'est intéressant parce que c'est une radioscopie qui n'est pas, vous vous en doutez bien, que politique, elle est également psychologique, caractérielle. Et ils ont, nous disent nos confrères du Point, mais je crois que c'est vrai, ils ont 3 catégories. Les opposants irréductibles. Donc ça, c'est plutôt les tendances que nous avons évoquées ensemble, souvent celles de Ricciotti, celles de Laurent Wauquiez, qui ne sont pas des personnes qui, dans leurs fonctions actuelles, envisagent avec leur sensibilité de pactiser avec Renaissance et avec le président de la République. Vous avez le marais des, disent-ils, hésitants, c'est-à-dire des gens qui, au fond, n'ont peut-être pas une colonne vertébrale idéologique si marquée et qui sont prêts, finalement, à changer. Et peut-être, donc, à rejoindre un gouvernement futur qui serait sous la houlette d'une personnalité plus clairement marquée à droite qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent ? Je ne sais pas. Je vous dis très sincèrement les choses. Et puis il y a les constructifs, vous voyez, donc autour de Thierry Solaire, des personnalités comme ça, qui ont déjà fait acte, au fond, de candidature potentielle. Il n'est pas parlementaire, mais il représente très bien cette sensibilité. Il y a également le maire de Meaux, l'excellent Jean-François Copé, qui représente tout à fait cette sensibilité, qui pousse aujourd'hui à des alliances de gouvernement. Alors, là où ça coince, on va se dire la vérité, on n'est pas là pour mentir aux gens. Là où ça coince, c'est, on va dire, chez les historiques de la Macronie de la première génération. Et je ne dis pas ça contre eux, c'est juste une analyse politique. Des personnalités comme, aussi différentes que Christophe Castaner, que probablement toute la gauche, vous voyez, Marlène Schiappa, Gabriel Attal, etc., se disent, Richard Ferrand naturellement, se disent, mais quand même, tu as été élu en 2017 sur une promesse globalement, on va dire, progressiste, humaniste, qui n'est pas de gauche, mais qui est, disons, au-delà du droit de gauche, et tu vas te lier les mains, disent-ils au président, avec une personnalité clairement marquée à droite, style Catherine Vautrin, qui était d'ailleurs son premier essai, qui ensuite va complètement cannibaliser ta politique et te transformer progressivement en une sorte d'inaugurateur de chrysanthème qui n'aura plus vraiment les leviers de l'action publique. Donc, et ça serait un tremplin pour un candidat de droite, clairement à droite en 2027 ? C'est un argument en tout cas qui, j'imagine, doit porter, parce que tout le but de l'opération, si on échappe à la dissolution pour les macroniens, tout le but de l'opération, c'est quand même de garder le gouvernail, c'est-à-dire de rester le président, un président actif, j'allais dire même hyperactif et omniprésent. Et donc l'idée de dégringoler d'une position d'omni ou d'hyper-présidence de 2017 à une position, au fond, de président en cohabitation, façon Mitterrand 86, je ne suis pas sûr que ça excite particulièrement Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, là... Il y a le choix entre de mauvaises options ? Entre la dissolution et filer les clés du camion, si vous me permettez l'expression, je suis pas dans la tête des conseillers d'Emmanuel Macron, donc je ne vais pas me substituer à leurs conversations probables qui de toute façon resteront secrètes. Mais je pense qu'effectivement, ils envisagent la dissolution comme extrêmement dangereuse, étant donné l'état de l'opinion, la contestation dans le pays, la colère, la lassitude, etc., etc. Le chaos, comme dit notre ami Stéphane Rosès, c'est donc le chaos, il peut déboucher aussi sur une protestation dans les urnes, avec des partis d'opposition qui seraient renforcés. Les trois, au fond, LFI, le RN, mais aussi, bien sûr, potentiellement Reconquête. Donc ça, c'est dangereux. Et en même temps, confier les clés du camion à une personnalité qui est quand même une émanation de la droite républicaine, comme Gérald Darmanin, ça veut dire faire accepter à ceux qui viennent du camp plus progressiste, plus social-démocrate d'En Marche, une sorte de virage sur l'aile de la Macronie qui serait probablement plus difficile qu'on l'imagine à mettre en musique. Pour l'instant, on est quand même encore dans le même temps. Alexis, vous n'avez pas encore prononcé le nom du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Est-ce qu'il peut jouer un rôle important dans cette évolution ? Je n'en sais rien. Je suppose qu'effectivement, il représente très bien, alors si on se place simplement du point de vue de la doctrine, pas des hommes et des compétitions entre les individus, mais il représente très très bien
une forme d'équilibre qu'il serait souhaitable de trouver. C'est-à-dire il est moins proche de Nicolas Sarkozy que il est moins proche Gérald Darmanin. Il est moins proche de Nicolas Sarkozy. Certes, il avait rompu avec Dominique de Villepin pour se rallier au sarkozysme, mais il n'est pas dans l'écurie de Nicolas Sarkozy. En revanche, Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy sont restés par-delà les divergences politiques qui sont finalement très relatives aujourd'hui, des amis très proches. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Hémicycle, votre Hémicycle est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr. Nous serons en compagnie demain de Laetitia Krupa de Public Sénat. Alexis, à lundi. L'excellente prochain. Laetitia Krupa, comme on dit maintenant tous les lundis. À la semaine prochaine, à lundi prochain. Très bonne semaine à vous.